C'est un plaisir pour nous de vous retrouver tous les mercredis à partir de 11 heures pour votre émission Dina Sport. Nous sommes bien là pour décortiquer l'actualité sportive dominée par justement le tournoi qualificatif de la CAN U17 dans la zone UFOA-B, tournoi qui s'est ouvert ce mardi à Lomé avec la victoire d'entrée des éperviers cadets du Togo. On en parle. Nous évoquons également la suite de cette première journée dans la poule B avec justement une rencontre cet après-midi au stade municipal de Lomé. Le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, le compte à rebours a commencé. La liste probable de Abalo Dossé a évoqué avec les invités sur le plateau. Nous parlons également des enjeux de la participation togolaise. C'est une première pour le Togo dans cette compétition. Et puis nous sommes déjà en nouvelle année, nous sommes en 2021. Quels enjeux pour l'espoir demain du Togo? Qu'est-ce que les fédérations doivent faire pour justement relever la tête après une année pratiquement sabbatique, si on peut le dire? Voilà les sujets retenus pour ce nouveau numéro qui invite Grégoire Kokou-Attignon, notre confrère de Radio Sport FM. Grégoire, bonjour. Bonjour Latif et bonjour à tous les auditeurs. Et puis Edwige Djigbodi à Pédo du groupe Média Djena. Elle est la directrice Edwige ou Djigbodi, voilà, je préfère Djigbodi. Bonjour. Bonjour Latif, bonjour aux auditeurs et auditrices de Radio Djena. Je préfère également Djigbodi. Djigbodi, voilà. Rémi est de l'autre côté, Rémi on dira, Rémi Fompati, lui préfère Rémi, voilà. Moi c'est Latif Yoruma. Alors, le tournoi UFOA-B, ça intéresse plus d'un, surtout avec ce succès renversant, parce que voilà, ça s'est dessiné à la dernière seconde. Grégoire Attignon, vous n'étiez pas au stade, on le sait, mais pratiquement vous étiez comme si vous étiez dans les travées du stade de Kégué hier. Oui, tout d'abord, il faut quand même dire que ça fait longtemps. Ça fait longtemps que le public togolais n'a plus goûté à une victoire d'une équipe togolaise dans une compétition internationale. C'est vrai qu'Asco de Kara, tout dernièrement, avait battu Racing Club d'Abidjan 2-1, mais c'était une victoire qui n'a pas pesé parce que déjà cette équipe n'était pas qualifiée pour le tour suivant. Donc ça fait très longtemps que le Togo n'a plus connu ces genres de victoires. Et je crois que c'est ce que les cadets ont fait hier. Vous avez parlé d'une victoire renversante parce que oui, le Togo était mené 1-0 à la pause, mais il faut quand même reconnaître que le Togo a été mené, mais on a quand même vu une équipe qui s'était bien comportée. Elle s'est créée des occasions dans ce match et quand on voit un peu le but nigérien, c'était parti d'une action ratée de la part, d'une occasion ratée de la part du Togo et sur la réaction immédiate, les Nigériens ont marqué. Et avant c'est Kolani, c'est Kolani qui, sur ce travail donc de Cedro sur le côté qui a centré. Kolani était seul. Il avait quand même l'opportunité de mettre, mais il a trop ouvert son pied. La balle il a choisi d'ouvrir trop son pied. Et la balle est passée à côté. Et après, la réaction était là. Mais c'est la réaction togolaise en seconde période de jeu qui a été beaucoup plus intéressante avec ces deux buts marqués. Tout d'abord, l'égalisation de Kolani, cette reprise de la tête qui était allée au fond, mais le deuxième but, c'était quand même un beau but, ça il faut le reconnaître. Je n'étais pas vraiment au terrain, mais j'ai vu quand même les images, j'ai vu le but et puis il y avait tout sur ce but-là. Sur ce but-là, et puis celui qui a marqué le but, il faut dire que c'était lui qui était pratiquement l'homme à tout faire de l'équipe togolaise hier, et il a été couronné, si on peut le dire ainsi. Et le nom de famille, Pereja, voilà. Pereja, oui, il a été quand même tout au long de ce match, il a démontré beaucoup de choses, surtout en milieu de terrain, et c'est lui qui marque ce but-là. Je crois que c'est quand même bien pour cette équipe togolaise de rentrer dans cette compétition avec cette victoire. Je voulais imaginer un peu du côté de Maurice Noussoudjé, quand le deuxième but a été marqué, je voulais quand même voir sa réaction. Pour le staff, son adjoint Didier Amégan et puis les autres, ils ont bravé les interdictions Edwige Apédo, parce que voilà, ils se sont pris. Voilà, ils se sont, ça veut dire accoladés. Voilà, le mot bien. Oui, peut-être que, vous savez, le travail réalisé avant le tournoi, on ne savait pas si le Togo devait finalement accueillir le tournoi ou pas avec les mesures contre le coronavirus.
finalement, c'est fait et puis vous venez, c'est votre premier match et si vous êtes le pays hôte, au moins commencez par une victoire. Et donc, quand le Togo était mené, on a vu sur le banc, il y avait des réflexions qui se faisaient déjà. On réfléchissait à qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut revoir, est-ce qu'il faut repositionner les joueurs et tout ça. Mais ce qui a été intéressant, comme Grégoire l'a dit tout à l'heure, c'est la réaction des jeunes. Ce sont des jeunes, ce sont des U17, et donc il faut apprendre aux jeunes à réagir quand ils sont menés. Et mentalement, comme ils ont pu réagir et égaliser, et maintenant ils se sont imposés finalement 2-1, et c'est au bonheur du staff. Donc le staff, au moins quand même pour ce premier match, peut respirer et on comprend voilà. les comportements dans le stade de Kégué. Voilà. Oui, c'est oubli au stade parce que on s'attendait pas peut-être, même moi quand j'ai vu, j'ai suivi ça sur internet le match, quand tout tu y es quoi en fait sur le but la qualité but. Sur le deuxième but, je parle du deuxième but victorieux, il y avait tout en fait de la qualité et la détermination. Il faut quand même dire celui qui a récupéré la balle, qui a fait la passe, c'est lui beaucoup plus qui a fait le travail, je peux dire, parce qu'il a vu la position de son partenaire et puis s'il était entre deux adversaires, il a quand même contrôlé et il a vu la position de son partenaire et il a servi. Je voudrais parler du Dossard 20 à Doum. Moi aussi, c'est un joueur que j'ai connu tout petit, ça ici il faut le dire, c'est un joueur que j'ai connu tout petit, je l'ai connu dans l'Est Mono, déjà tout petit, entre 12 ou 13 ans, il jouait déjà parmi les grands. Et je me disais que c'est... Parce que la passe était au-delà quand même d'une idée qu'elle était. Oui, parce qu'il apprenait déjà chez les seniors. Donc moi, ce que je dis aujourd'hui, il y a eu la victoire, maintenant il faut parler aux jeunes, c'est le premier match. Ce n'est pas encore fait, quoi. Ce n'est pas encore fini. On redescend, on oublie qu'on a gagné le match contre le Niger. Maintenant, il y a d'autres matchs devant, donc il faut se concentrer sur ces matchs-là. Et quand on prend la poule du Togo, c'est le Burkina Faso qui est en tête, puisque le Burkina Faso a gagné 5-1 le Bénin. Donc, il y a l'orgueil également du Bénin, puisque le Togo jouera le Bénin. Il y a l'orgueil du Bénin qui va vouloir se réveiller. Il y a aussi le Burkina Faso qui va vouloir passer l'autre étape. Donc, il faut parler aux jeunes de revenir, en fait, de se concentrer sur la suite de la compétition. Justement, Edwige, sinon Digbodi parlait de la réaction, parce que dans le sport, dans le football, il y a quand même cette qualité, il y a la réaction, il y a l'action, la réaction, mais souvent la réaction, elle est importante, parce que quelle que soit la qualité d'une personne, elle peut peut-être pécher en commençant une activité ou un projet, mais là, il faut réagir. On dit, les plus forts, ce ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais c'est ceux qui se relèvent à chaque fois qu'ils tombent. Voilà. Et je crois qu'il faut véritablement réagir. Et c'est cette réaction qu'on a eue hier. Après, ça dit qu'en première mi-temps, c'est vrai que déjà, dès le début de ce match, le Togo avait le pied sur le ballon. Le Togo bousculait le Niger. Le Niger procédait par des contres et dérangeait énormément cette défense-là. Moi, je dis que le problème aujourd'hui de l'équipe togolaise se situe au niveau du milieu de terrain et en défense. Je crois que le capitaine se croit un peu trop suffisant. C'est vrai qu'il arrivait quand même à ratisser beaucoup de balles, il gagnait beaucoup de duels, mais ces relances véritablement ne font pas chose, n'aident pas l'équipe. Et arrivé à un moment, on dirait qu'il s'amusait un tout petit peu. Parce que quand il prend la balle, quand il va relancer, vous allez voir un attaquant ou bien un adversaire qui intervient, qui le chip la balle. Ça là, il va falloir véritablement corriger un peu ces choses-là avant Est-ce que c'est un peu le premier constat qui aurait amené, parce que là, vous avez dit que le Togo avait le pied sur le ballon, sauf que dans les 15, sinon 20 premières minutes, le Togo avait justement le pied sur le ballon, mais dans sa moitié de camp. Dans sa moitié, oui. Bon, en fait, quand vous voyez un peu cette équipe jouer, moi, je dis que ça ne m'étonne pas. C'est la touche à Maurice Nossoudjé. Maurice Nossoudjé. De jouer dans sa moitié non, de camp. pas de jouer dans sa moitié de camp, mais de conserver le ballon. Mais c'est que ici, les joueurs, les jeunes, voilà, les jeunes n'arrivaient pas à monter, à créer le danger. Quand on occupe, on garde le ballon, mais on n'arrivait pas à dépasser la ligne médiane. Il y avait également le dispositif du côté du Niger qui était là, qui attendait justement l'équipe togolaise et procédait par des comptes. Ça a un peu gêné l'équipe togolaise. Et vous allez voir que justement en deuxième période, oui, l'équipe togolaise possédait également le ballon, mais là, cherchait beaucoup à évoluer vers l'avant. Et donc, c'est ce qui a amené... Le discours, il est important, surtout les enfants écoutent bien, apprennent. Alors,
à la mi-temps, on sait qu'il y a eu un discours technique de Maurice Nossoudien, mais la fédération a dû également hausser le ton. Hausser ou peut-être placer de bons mots pour que ces enfants-là renversent totalement ce match-là. Hausser le ton sur les enfants, ils vont se... Non, mais pas hausser le ton sur les enfants. Oui. C'est confondre tout, en fait. Parce que c'est d'ailleurs proscrit avec le football des jeunes. Ce n'est pas autorisé. C'est de l'éducation. C'est l'éducation. Parce que c'est l'instruction et l'éducation. Parce que vous apprenez sur le papier, je vais parler du plan technique, oui. Vous apprenez aux jeunes, on va utiliser ce système-là sur le match, c'est 4 combien, c'est ça, toi tu dois être ici, toi tu dois monter quand tu es latéral à un niveau, à un moment donné, tu dois apporter un plus à tes attaquants. Mais ça, c'est sur le papier, c'est l'instruction. Maintenant, l'éducation revient sur le comportement que les enfants doivent avoir. Quand vous êtes mené, qu'est-ce que vous devez faire? Vous ne devez pas être nerveux. À un moment donné, les enfants, parce que l'enfant se dit non, on parle des U17. L'enfant se dit non, bon, je devais gagner on doit gagner ce match parce que c'est le premier match. Il y a les gens, même s'il n'y avait pas assez de monde au stade, il y avait beaucoup de personnes qui suivaient ce match en direct. Oui, il y a beaucoup de personnalités également. Oui, donc les enfants se disent... Il y avait des ministres. Oui, il y avait la ministre des Sports. Je parlais juste de celle qui s'occupe de ce domaine, la ministre des Sports. Il y avait l'autre ministre également de la culture qui est lancé secrétaire général. Monsieur Lamadoko. Donc je me dis aujourd'hui, les enfants se sont dit c'est le premier match et après ce qui s'est passé en 2007, il va falloir que nous également on essaie de faire comprendre aux gens que le travail qui a commencé avec nous ce n'est pas nul quoi. Donc on ne peut pas crier sur les enfants ni hausser le temps sur les enfants. Éduquer, parler, faire comprendre. Bon, tu as raté la balle, c'est ça qui a amené le but de l'adversaire, mais quand même, tu pouvais faire ceci, tu pouvais faire ça. Maintenant, il faut réagir, corriger ce que tu as eu à faire pour ne plus reprendre. C'est ça, en fait, ces messages, ces mots qui boostent les enfants. Vous pouvez y arriver. Vous êtes mené 1-0, vous pouvez y arriver. Vous êtes mené 2-0, vous pouvez égaliser et gagner ce match 3-2 ou 4-2. Donc, concentrez-vous, oubliez le score. C'est ce qu'on dit souvent aux enfants. Ce sont des jeunes. Oubliez ce qui est sur le tableau. Oubliez que vous êtes mené à 2. Juste dites-vous que vous devez remonter les 2 buts et marquer encore un autre. Donc, je pense que c'est de l'éducation avec les jeunes. Et c'est par là que ça commence jusqu'à ce qu'on arrive au niveau des seniors pour pouvoir avoir un mental fort, pouvoir être prêt à toutes les situations. Mais aujourd'hui, quand vous savez, il y a eu cassure au niveau du football togolais. Les seniors, on sait ce qui se passe. Avec les locaux, on sait ce qui se passe. Mais les locaux, c'est aussi ce travail-là qui a permis à ces locaux de se qualifier. Donc, je pense que c'est l'éducation, c'est la compréhension. Aller mollo avec ces jeunes, ne donnons pas trop de pression. C'est le Togo qui abrite, certes, mais... quand même laisser... Mais il y a toujours la pression du premier match. Hein, je sais. J'ai parlé de ça. Inaugurale. Vous êtes sur Radio Djena, l'émission c'est Djena Sport, et déjà cette victoire donne déjà apparemment de l'espoir lorsque vous écoutez un peu les uns et les autres. La somme se fait déjà. Hein. Il y a eu les U20, c'est vrai ça n'a pas été, mais le contenu y était. Voilà. Et puis là également ce que ces enfants-là ont prouvé hier, la fédération, le ministère et même les promoteurs du sport à la base, on sent quand même de l'espoir dans les propos et le visage de tout un chacun. Oui, on doit avoir de l'espoir. On avait également cet espoir en 2007. On avait également cet espoir-là en 2007. Vous vous rappelez, le Togo avait abrité la CAN, a gagné le match d'ouverture, ensuite a été battu par la Tunisie et est revenu arracher la qualification pour les demi-finales et pour la Coupe du Monde face au Gabon. Il doit avoir de l'espoir parce que oui, vous avez parlé des U20, on parle également des locaux, mais là, ce sont les tout petits qui essaient maintenant d'apporter un peu plus de joie à ce public sportif-là, à ce sport-là. Maintenant, on doit avoir de l'espoir. Le prochain adversaire, c'est le Bénin. Le Bénin, il va falloir véritablement jouer ce match-là, gagner ce match pour se qualifier pour les demi-finales. Maintenant, ça doit être l'objectif. Pas de faux pas à faire dans ce match, parce que si on perd devant le Bénin, ça va être compliqué lors du dernier match. Parce que lors du dernier match, on joue contre le Burkina Faso, qui a démontré déjà
son objectif donc, dans cette compétition. Donc, il va falloir véritablement qu'on ait cet espoir-là de gagner le match, le deuxième match. Est-ce que l'espoir, c'est sur ce tournoi UFOAB, Grégoire? Parce Mais, que là, en fait, oui, c'est vrai d'espoir, ça redonne parce que des gens sont allés même dire que voilà, la relève a commencé depuis Cotonou avec les U20 et maintenant, les joueurs de Maurice Nsoudien, c'est un peu comme une refondation. Il faut commencer à oublier la relève, les éperviers. Oui, la relève. Claude et puis, j'ai parlé tout à l'heure de 2007. C'était la même chose, on disait que c'est la relève qui est là. Cette relève va remplacer les Adebayor, les Abalo Dossé. Mais ça n'a pas été. Mais ça n'a pas été. Vous êtes toujours Cassandre, c'est ça? Non, mais ce que moi je dis, c'est le travail qui se fait à travers le football à la base ici au Togo. Qu'est-ce que la fédération fait? Quand vous prenez un peu la fédération promet à Kovi, le colonel a dit hier à mon micro que vous verrez, je ne veux pas trop parler, mais je vais m'investir. Latif, il n'y a pas de championnat de jeunes dans ce pays. Il n'y a pas de championnat. Ça va commencer. Oui. Au Niger, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, hier, on a vu une bonne équipe nigérienne. Oui, mais le Niger s'est bien préparé pour cette compétition. Moi, je ne serais pas surpris si le Niger bat le Burkina ou bien bat le Bénin pour se qualifier pour le second tour. Il y a un travail qui se fait. Il y a un championnat de jeunes qui se joue. Il faut copier ce qui est bon. Peut-être le Togo veut copier. Et puis, il faut commencer par quelque part. Il faut un début pour tout. Donc, on sait qu'on avait eu confiance, je pense, des Togolais, qu'ils avaient eu confiance en cette équipe de 2007. Après, la CAN a abrité ici et il n'y avait pas eu de continuité. Aujourd'hui, on parle du football à la base et la base commence par l'administration, la gestion de la base. Il y a eu les élections qui se sont déroulées au niveau des districts, au niveau des ligues. Donc, aujourd'hui, on va dire que c'est le coronavirus qui freine beaucoup de choses. Donc, il faut ouvrir les compétitions pour voir comment l'organisation... miser sur ces démembrements de la fédération. Voilà, voir comment l'organisation va se faire. Parce qu'il doit y avoir maintenant des compétitions de jeunes au niveau des districts. Et c'est ainsi de suite. C'est ces équipes de jeunes au niveau des districts qui vont jouer la compétition au niveau des ligues. Pas classement, je veux dire. Maintenant, au niveau des ligues également, il faut un autre travail. Il faut avoir des compétitions. Avant d'aller la fédération prend le positif de tout, de tout ce qui se fait à la base. Je dis, il faut commencer quelque part et il faut une bonne organisation administrative. Déjà, ça a commencé. Maintenant, il faut l'appliquer. On a des bureaux, on a des dirigeants, pas des dirigeants qui sont là pour dire je suis dirigeant, des dirigeants qui ont des feuilles des objectifs, des dirigeants qui ont des projets pour pouvoir faire évoluer le football à la base. Maintenant, au-delà de ça, quand on prend l'équipe U17 aujourd'hui, ce n'est pas, on sait que c'est à cause des qualifications de la CAN que les regroupements ont commencé. Mais on peut continuer juste après, parce qu'on a parlé des U20 également. Oui. Des U20 avec comme il ne faut pas occulter l'aspect selon lequel tous les coins n'ont pas été visités. Oui, tous les coins du Togo n'ont pas été visités. Voilà pourquoi je dis c'est juste pour la CAN que les regroupements ont commencé. Maintenant, juste après, s'il y a qualification ou non, il faut continuer le travail. Et ce travail doit commencer par la base. Aller de 5C et revenir en fait au niveau du Grand Lomé. Je ne vais pas parler des lacs parce qu'il y a la maritime et tout ça dedans. Donc, et faire des détections. Maintenant, se baser sur les districts. Parce que les districts aussi doivent lancer des compétitions de jeunes. Et maintenant, quand les districts lancent les compétitions de jeunes, ça veut dire que la fédération aussi va devoir lancer des compétitions de jeunes. Pas des tournois juste pour une semaine. Non. Permettre aux jeunes, parce qu'aujourd'hui, il y a des centres qui forment. Oui. Les jeunes là qui jouent aujourd'hui pour la sélection sont des le joueur Pereja. Mais retenez que c'est lors du tournoi Bayern Youth Cup que ce joueur a été détecté. Et il fait partie de quel centre? Le centre venu de Tchaba, Tilata. Il y a un bon travail qui se fait. On a vu ces jeunes-là jouer au stade municipal. Votre élément, même s'il a été fautif sur le premier but, le gardien. Oui, Israël Fagla. Il a participé au tournoi centre de formation, des centres de formation de Sport FM. Il faisait partie donc de et même le joueur Kolani, il a joué pour ESA lors de ce tournoi des centres de formation. Donc, je crois que c'est à partir de ces genres de tournois. Edwige a évoqué tout à l'heure les districts. Oui, aujourd'hui, on a des districts préfectoraux qui sont mis en place. Il va falloir que les districts organisent des compétitions de jeunes. La dernière fois, je crois que j'ai entendu le président du district préfectoral, Lomé Golf, dire que il était au terrain hier. Il a parlé de la toute première activité qu'ils vont organiser quand les mesures barrières seront levées. Ce sera un tournoi de U17.
Et ce sera en partenariat avec un partenaire venu de l'extérieur. Je crois que c'est une bonne chose. Il faut quand même, avant 2007, quand on devait avoir cette équipe nationale-là qui a participé à cette CAN, Roch Yansingbe avait organisé le championnat des jeunes. Vous vous rappelez? Et c'est par ligue. C'est par ligue. Et c'est à travers ces tournois que ces joueurs ont été sélectionnés, ont été détectés. Et c'est après cela que la sélection a été mise en place. Donc, si on arrive à organiser des compétitions pour ces jeunes, facilement, vous pouvez avoir une équipe nationale. Si vous n'arrivez pas à organiser des compétitions, que c'est à partir on de... On ne doit pas piocher, en fait. Allez, ça dit qu'organiser une journée de détection, comme on l'a fait pour avoir ces joueurs aujourd'hui. Peut-être que le meilleur joueur a peut-être un petit palu ce jour-là, et puis voilà, quoi. Alors, ça a pénalisé, et puis je me dis que ça a même agi sur cette équipe-là. Aujourd'hui, vous voyez un peu l'effectif du Togo, c'est 19 joueurs. 19 au lieu de 23. Au lieu de 23. Il y a le de 25. Il y a les papiers aussi. Oui, il y a également. Oui, et c'est au dernier moment que certains joueurs ont été appelés parce que, comme quoi, il faut maintenant avoir des joueurs là qui ont des passeports. Ça suppose que peut-être les meilleurs n'ont pas de papier. Et il y a un joueur de Romario, qui a eu qui a eu son passeport au dernier moment, alors que l'enregistrement était déjà passé. Alors que c'est l'un des meilleurs joueurs de Maurice Nussoudjé. Moi, je pense qu'à ce niveau, quand on parle de faire des compétitions à la base, c'est aussi ça aide. Parce que quand vous commencez par organiser des compétitions au niveau des districts, il y a des pièces que vous demandez aux jeunes. Et ça commence par là. Vous dites U17, vous demandez des papiers. Et quand les papiers ne sont pas en règle, vous demandez aux jeunes d'aller résoudre ce problème de papier. Et maintenant, quand le jeune quitte le district préfectoral et va au niveau de la ligue régionale, c'est ce même papier que le jeune va utiliser parce que le district va enregistrer il y a le Connect FIFA qui est là. Voilà. Et donc, il y a une continuité. Ça quand le jeune il sera sélectionné pour l'équipe nationale U17, on ne va plus dire non, X n'a pas de papier. La DC, voilà. a fait la direction nationale. Non, la documentation. Oui, parce que la direction est obligée de frapper fort, parce qu'on ne va pas dire c'est juste parce qu'ils vont représenter le pays qu'on va fermer les yeux. Non, on est en train de former des jeunes. Il y a des jeunes qui trient sur l'âge grâce à leurs parents, et non, on ne va pas l'accepter ainsi. Donc, vous me tendez donc la perche, justement, parce que hier, après le match du Togo, tout le monde avait le sourire. C'est vrai, le Togo a gagné. Et puis derrière, il y avait ce match Burkina Faso, Bénin, sanctionné par ce succès, 5-1. À la fin du match, l'entraîneur béninois, Urbain, c'est son nom, Urbain Adjimon, voilà. Oui, c'est le nom. Urbain Adjimon. Voilà. Urbain Adjimon était amer, il était furieux, même dans les couloirs, il hurlait en tout cas en conférence de presse, il dit qu'il n'était pas d'accord, que ça a été des bébés qui ont joué contre C'était quand même véritablement une conférence de presse spéciale où deux entraîneurs, ils ne se sont pas rendus coup pour coup, mais ça veut dire que chacun était sur sa position véritablement. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde dit, voilà, c'est vrai, le Burkinabé était hors catégorie, sauf que le Bénin également a souvent été dans cette posture-là. Et a été sanctionné. Lors du dernier tournoi qualificatif à Niamey. Le Bénin a été sanctionné. Et voilà pourquoi ils sont arrivés. Parce que sur les 4 nations qui se sont produites hier, Edwige Pédo, je vous retourne la parole, il y avait 3 quand même qui sont pratiquement restés dans la catégorie. Le Niger à 80% dans la catégorie, le Togo à 90% dans la catégorie, le Bénin, j'ai envie de dire, à 99% dans la catégorie, mais le Burkina Faso, unanimement, tout le monde était quand même d'accord que c'était une équipe pratiquement hors catégorie. Oui, mais l'inquiétude que nous avons, c'est que l'UFOA demande des tests IRM. Est-ce que ces tests ont été réalisés? Est-ce qu'il y a eu un suivi à ce niveau? Je sais pas. Le coach béninois et le coach burkinabé s'est défendu en disant qu'ils ont eu à faire leurs tests au Burkina. En mars. Non, c'est pas possible. Depuis mars. Non. C'est pas possible. Ça, normalement, il y a quand même voilà. ça revient à l'organisation. Oui, c'est l'UFOA-B. Quand on parle de l'UFOA-B, on parle de la CAF. Voilà. Parce que la CAF demande qu'il y ait que des tests IRM se fassent au niveau de chaque équipe. Et quand il y a de la triche,
seulement un seul joueur, l'équipe est disqualifiée. Aujourd'hui, l'UFOA n'a pas fait le suivi. Et aujourd'hui, voilà ce qu'on est en train... On ne peut pas nous dire qu'on a fait... C'est quand même dommage. Ça fait pratiquement un an. Mars. Non, s'il vous plaît. Mars, et puis Non. Normalement, ça doit se faire à l'arrivée. À l'arrivée, on fait les tests. C'est ce qui a été fait lorsque le Bénin a été sanctionné. C'est à Niamey que les tests... C'était en phase finale. C'est pas rapport. C'est dans ce tournoi. C'était un tournoi. C'était dans le tournoi. Ça fait que le Togo, le Bénin, le Togo, le Ghana et un troisième pays s'étaient retrouvés à 3. Parce que le Bénin était suspendu. Maintenant, le souci, c'est que s'il n'y a pas eu de suivi, c'est dangereux. Parce qu'on ne peut pas dire, on est en train de faire du football à la base avec les jeunes et qu'on ne respecte pas les consignes et les tests même qui régissent le football à la base. Parce qu'aujourd'hui, la CAF a été claire là-dessus. Et maintenant, l'UFOA gaffe à ce niveau. On ne peut pas accepter des tests de mars 2020 pour une compétition de janvier 2021. Le coach Ouattara Zakari Dia du Burkina dit que leur pays est un État sérieux et qui a fait les passeports et donc il ne voudrait pas rentrer dans les polémiques. Mais là où, au-delà du fait que c'était pertinent quand même, mais les confrères unanimement disaient que l'enfer ce n'est pas les autres, que le Bénin également n'a qu'à aussi goûter à la triche, parce que souvent beaucoup disent que c'est le Bénin. Je sais que des gens font référence au dernier tournoi de U20 où le Bénin a présenté. La question a été posée et le Adjimon a été quand même honnête en disant que il y a eu de la triche, nous avons triché. Parce que justement, avec les U20, on n'arrive pas... Il n'y a pas de test IRM. Voilà, donc oui, c'est vrai. Je partage un tout petit peu les amertumes de l'entraîneur. Je avec le visage de Rémi. Parce que Rémi était également en conférence de presse. Je voudrais en tout cas dire du courage à l'entraîneur béninois. Parce que oui, c'est vrai, Edwige l'a dit, ici... On fait des tests IRM depuis mars 2020 et c'est avec ces résultats qu'on arrive à jouer en 2021. Non, c'est trop. Je crois que ça revient quand même à l'organisation de revoir un peu ces choses-là. Oui, et si on doit refaire les tests à ces Burkinabés, il faut refaire ça rapidement avant leur deuxième match. Ils sont premiers 5-1. Oui, mais moi ce que je dis aujourd'hui, l'entraîneur du Bénin est fâché, mais il y a quelque chose qu'il oublie. C'est un travail qu'il a commencé avec l'équipe. Oui. Et s'il respecte réellement l'âge, quand j'ai vu les images, ce sont des babins, c'est un bébé en fait. Quand vous voyez ces gens, je sais qu'il y a des enfants de 15 ans dans cette sélection, des enfants de 14 ans dans la sélection. Ils ne peuvent plus tricher. C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Certes, ils ont été battus 5-1. Aujourd'hui, il va dire non, mon pays, non. Mais s'il ne continue pas à travailler avec ces jeunes-là, qui dit que les jeunes ne peuvent pas battre le Togo ou le Niger dans cette compétition, qui dit que le pays ne va pas. S'il arrivait qu'ils battent ces deux nations ou qu'ils sont éliminés de la compétition, il faut qu'ils parlent correctement à ces dirigeants, qu'ils disent à ces dirigeants non, que c'est un travail qu'on a commencé, restons sur ça, gardons ces jeunes, ne changeons pas, n'amenons pas des jeunes qui dépassent l'âge, continuons avec ces jeunes et vous allez voir que, quand je parle de 14 ans, dans 2 ans, les enfants aussi sont toujours là avec les U17 et les enfants vont gagner. Un discours dur. Oui, c'est ce que je dis. Il a attaqué clairement je comprends sa frustration parce qu'il voit qu'il y a certains pays qui ne respectent pas la réglementation et alors que eux ils ont fait l'effort de respecter, ça frustre. Parce qu'ils avaient été sanctionnés. Mais ça frustre quand même. Mais toutefois, il faut qu'ils tirent du positif dedans. Ils ont commencé quelque chose, il faut qu'ils continuent ainsi. Non, mais quand vous prenez, tel que Edwige le dit, je crois que dans cette équipe béninoise, c'est sûr qu'il y a des joueurs qui ont 15 ans, 14, c'est sûr qu'il y a des joueurs qui ont 14, 13 ans. Donc, ce qui veut dire que dans 2 ans, ces joueurs peuvent encore revenir et jouer. Aujourd'hui, quand vous prenez, quand vous prenez l'équipe togolaise, en principe, s'il n'était pas blessé, Doké Josué devait jouer avec les U17. Alors il y a cela 2 ans, il était à Niamey. Il était le plus jeune de l'équipe togolaise à Niamey. Donc, il devait également participer à cette compétition. Donc, je crois que il faut quand même un suivi. Je crois que c'est ce qu'il faut.
Quand on a une équipe nationale et qu'on veut avoir un résultat, il faut quand même garder toujours cet effectif-là. Travailler avec cet effectif-là pour avoir ceux qui vont quitter la U17 pour la U20, il faut les écarter, mais chercher d'autres et étoffer avec ces joueurs qui sont là. Et c'est ça qui amène de bons résultats. Le prochain rendez-vous pour le Togo, c'est le vendredi face au Bénin, justement. Ça, c'est un derby, quoi qu'on dise. Même si c'est les équipes gaillards, quand le Togo joue contre le Bénin, c'est un derby, en tout cas. Derby qui souvent partage Edwige. Edwige partage souvent quand le Togo. Parfois, je préfère la meilleure équipe sur le terrain. Voilà. Et cet après-midi, la compétition se poursuit au stade municipal de Lomé avec la poule B qui aura droit à un seul match. La Côte d'Ivoire jouera contre le Nigeria. Oui, la Côte d'Ivoire joue le Nigeria. Est exempté de cette première journée. J'espère bien que le Nigeria... On espère que... je parle de l'âge également, parce que je ne sais pas pourquoi l'UFOA ne demande pas, après la première journée, d'aller faire les tests. L'UFOA peut supporter les coûts de cette test IRM, parce que si vous constatez que ça ne va pas, vous le faites. Apparemment, selon nos informations de couloir, l'UFOA a dû réduire le nombre de certaines dépenses pour un souci financier, parce que vous savez, la Covid serait passée forcément par là. La Covid est passée par là. Pour chaque institution, il faut réduire les dépenses. Maintenant, mais il faut faire l'effort, même si vous ne pouvez pas faire le test IRM. Quand vous voyez Grégoire Atignon, vous savez qu'il n'a pas eu 17. Il n'a pas eu 17. Vous pouvez demander à ce que même si ce n'est pas disqualifié. C'est les U17 dans le temps. Parce que Rémi également peut jouer. Rémi, tu peux demander à Goblet Ataï, à Ravi, il vous dira que quand eux ils ont joué pour les cadets, mais tout le monde savait que c'est des vrais cadets. C'était vraiment des cadets qui sont mûrs. Bien nourris. Donc je pense qu'on pourra demander à l'équipe de retirer le joueur. Ça pourra se faire. Ce n'est pas disqualifier l'équipe parce que le test IRM. Donc hier, quand le coach Beridois se plaignait, il était très amer, mais quand son alter ego a pris la parole, il a utilisé le mot gamin durant tout son speech. Les gamins ont, au même moment, l'autre dit que non, que ce sont des gaillards. Des seniors. Voilà ce qu'on pourra dire sur cette compétition qui se déroule à Lomé du 5 au 18 janvier à Lomé, à Kégué, au stade municipal. Lomé, toujours avec le Chan. Le groupe d'Abalo Dossé était au stade hier pour voir justement aller supporter les petits frères. Alors, cette équipe-là n'a toujours pas, comme également toutes les autres nations, la liste définitive, puisque la compétition s'ouvre le 16. Nous sommes le 6 aujourd'hui. Il faut attendre encore peut-être quelques jours avant que Abalo Dossé ne se mette d'accord sur les 25, parce que ça, maintenant c'est 25. Les 25 à convoyer, si on peut le dire comme ça, à convoyer à Yaoundé. Grégoire Atignon, on sait qu'il y a déjà 2 joueurs qui ont été laissés, on ne dira pas écartés. Hicham Tchadjobo qui a été, qui n'est plus justement dans le groupe, et puis un autre joueur là, le nom va revenir, qui ont été laissés par Abalo Dossé. Il s'est expliqué en conférence de presse par visioconférence. Maintenant, l'autre exercice compliqué, c'est de laisser tomber les 4 autres joueurs avant Yaoundé. Je crois que en principe la liste des joueurs pour cette Coupe d'Afrique, pour cette compétition devait être envoyée depuis le 15 décembre. C'est selon la décision, bien la note sortie par la CAF. Mais je ne sais pas si entre-temps la CAF a changé le date, parce que depuis là, moi je cherche à avoir la liste. Depuis là, on n'a pas cette liste-là. On se dit, est-ce que c'est Abalo Dossé qui cache sa liste, ou bien il y a un souci? Les listes ne sont donc, pas ce qui veut dire que c'est au niveau de la CAF que les listes, les dates... c'est par rapport à la crise sanitaire, parce qu'il faut passer par des tests. Oui, il faut passer par des tests 72 heures avant de voyager. Il faut donc, déjà, il y a certains tests qui se font déjà. Maintenant, avant de partir encore, il y a des tests qui vont se faire. Il peut arriver qu'un joueur
joueurs, on ne souhaite pas. On parle de toutes les sélections. Voilà, on parle de toutes les sélections. Oui. On ne souhaite pas que un joueur soit testé, mais s'il arrivait qu'un joueur... Quand on prend un peu cet effectif qui travaille aujourd'hui avec... ils sont 29 qui travaillent avec Abalo Dossé. Et moi, je dis selon mon analyse, c'est que Abalo Dossé veut toujours faire avec les héros d'Agégué. Il a envie de garder tout le monde où il veut. Non, mais Abalo Dossé veut faire avec les héros d'Agégué. C'est ça, c'est selon mon analyse. Ce Hicham Diadjobo là qui est écarté, il n'était pas à Guégué. Et donc quand vous voyez un peu le reste, ceux-là qui restent, avec qui il travaille, la majorité était à Guégué. Donc mais un bémol, il a dit que Diadjobo n'est pas totalement écarté. Il est, on dirait, sur une liste la short list de réservistes. Non, mais il y a 29 qui sont déjà ici, il y a 29 qui sont déjà là. Je suppose qu'il pourrait aussi être là. Oui, ce qui veut dire qu'il pouvait être là si véritablement il sait qu'il n'est pas totalement écarté, mais il pouvait quand même le garder. Mais il faut dire qu'il est déjà écarté, on ne va pas le rappeler. Peut-être si on le rappelle, ce qui veut dire que parmi peut-être pose pour pose. Oui, mais même parmi les 29, moi je me dis qu'il y a encore 4 qui seront recalés, donc 25 seront choisis pour la compétition. Donc exercice-là, je n'aimerais pas être à la place de bon, c'est lui le sélectionneur, il doit faire quand même le choix, il va choisir les 25. Il n'y a pas, aujourd'hui on ne connaît pas tellement la forme de ces joueurs-là, on ne peut pas juger ces joueurs-là par rapport à leur forme physique ou pas. Mais il y a quand même certains qui, lorsque vous prenez le jeune Sama Halim, Dasko de Kara, il n'était pas aussi héros d'Agégué, oui. Mais juste après les 2 matchs d'Asco, l'enfant s'est retrouvé au niveau de Cotonou pour les UV et après il a regagné. Non, mais c'est parce que on a vu quand même, on a vu quelque chose en ce joueur. On a vu qu'il peut faire quand même l'affaire, parce que vous savez qu'il y a certains qui ne sont pas là. Il y a certains qui ne sont pas là. Il y a Bozo qui n'est pas là, à Matouchi qui ne sont pas là, qui ne sont pas là du côté de. Il faut forcément les remplacer. Donc je crois que Abalo a vu quand même en ce joueur-là peut-être un probable remplaçant d'Abozo, un probable remplaçant. Il y a Moubarak, défenseur central qui évolue, je crois, à l'AS OTR. Il y a également Madjedji Djalilou, toujours de l'AS OTR, qui n'étaient pas à Guégué. Oui, mais quand ces 2 joueurs que vous venez de citer, Madjedji et puis Moubarak, comparé à Ouro Salim, je crois que Ouro Salim est beaucoup plus est beaucoup plus en forme que ces 2 joueurs que vous venez de citer. Il a participé pratiquement à 4 matchs avec Asco plutôt 2 matchs avec Asco de Kara et 2 matchs avec les U20. Oui, Djibouti. Alors moi je pense qu'aujourd'hui Abalo Dossé a déjà son équipe. Il a déjà l'équipe, parce que vous travaillez avec... il a déjà l'équipe. Peut-être qu'il reste quelques réglages à faire et confirmer et sortir l'équipe. Il y a la Guinée qui a sorti son équipe. J'ai vu ça sur leur page officielle. Il y a toujours des modifications qui se font avant de partir pour les derniers jours. Aujourd'hui, certes, on sent qu'Abalo Dossé veut faire avec ceux qui se sont qualifiés pour le CHAN, ceux qui ont qualifié le Togo pour le CHAN, mais vous savez, quand vous n'êtes pas en forme, vous n'êtes pas en forme. Il y a la crise qui est rentrée dedans, il y a certains joueurs qui ont perdu totalement... Ils ont un pacte. Non, c'est que l'entraîneur a travaillé avec certains joueurs. Il a travaillé avec certains joueurs pour ces éliminatoires, et les joueurs étaient dans son système. Les joueurs comprenaient ce qu'il voulait. Les joueurs adhéraient facilement son discours. Donc, ils assimilaient très vite ce qu'il veut comme système et tout ça. Donc, c'est ce qui a été fait jusqu'à ce que le match du Nigeria ne soit gagné. Maintenant, juste après ça, le problème souvent avec les entraîneurs, c'est que quand vous avez ce bloc-là, et qu'il faut aller maintenant à la phase finale, maintenant vous vous posez des questions. Si j'apporte ce changement, est-ce que ça peut tenir? Est-ce que il y a... C'est un casse-tête en fait pour les entraîneurs. Mais il est obligé de laisser certains qui se sont qualifiés, ou bien qui ont qualifié le Togo sur le carreau, parce qu'il ne peut pas faire avec certains qui ne sont pas en forme. On ne va pas dire parce que ils se sont qualifiés, ou bien ils ont qualifié le Togo pour le premier CHAN, que non, ils sont
obligatoirement qualifié pour la phase finale. Non. Donc aujourd'hui, il doit prendre les joueurs qui sont en forme. On n'était pas en compétition parce qu'il y avait la crise sanitaire, mais quand même, il a travaillé avec des joueurs, il a repris des stages avec des joueurs, il y a eu des matchs avec ces joueurs, donc c'est à lui de prendre ceux qui sont bons, ceux qui ont au moins quelques matchs dans les jambes, ceux qui peuvent tenir, parce que c'est une phase finale, c'est un tournoi à élimination, quoi, en fait. Donc, il ne faut pas attendre, en fait. On ne parle pas de gratitude, ce mot il n'y a n'existe pas de pas. gratitude. Il n'y a pas de gratitude. Edwige a évoqué un aspect tout à l'heure, ceux qui ne sont pas en forme. Sincèrement, moi, on ne va pas citer les noms, mais on connaît, je ne vais pas citer des joueurs. Il ne faut pas aider à Abalo à écarter certains joueurs. Voilà. Je connais des joueurs dans cette sélection qui ne sont pas en forme. Même quand le championnat se disputait, il y a certains qui n'étaient pas titulaires. Qui n'étaient pas titulaires dans leur club. Mais aujourd'hui, ils sont là parce que oui, ils faisaient partie donc, de cette équipe-là qui a arraché la qualification. Voilà pourquoi je parle, c'est anodin, mais est-ce qu'il y a un pacte entre Abalo et ses joueurs? Non, mais c'est Abalo On ne dira pas pacte de non-agression, mais pacte de non-sélection, peut-être. C'est Abalo C'est pourquoi moi je dis que Abalo ne veut pas... Parce que c'est assez bizarre. Oui, Abalo ne veut pas se séparer... Depuis octobre 2019. Voilà. Depuis 2 ans, 2019. Qu'on soit avec des joueurs, qu'on soit, entre guillemets, obligé d'être avec... Abalo ne veut pas se séparer de ces héros-là. Non, ce n'est pas qu'il ne veut pas. Il y a certains joueurs, qu'ils sont en forme ou pas, vous avez besoin de ces joueurs, de l'aura de ces joueurs. Il y a certains joueurs. Oui. Dans une sélection, c'est comme ça. Vous avez besoin de l'aura. Il y a le cas Olivier Giroud. Je voulais en venir avec Olivier Giroud en France. Aujourd'hui, il y a certains joueurs. Vous avez besoin de l'aura de ces joueurs-là. Vous avez besoin de l'attitude de ces joueurs. Vous avez besoin de la fougue, en fait, de ces joueurs dans votre sélection. Mais ce n'est pas plein de joueurs. C'est juste peut-être un joueur. Parce qu'il vous apporte quelque chose que vous manquez, en fait. C'est sur le terrain, peut-être qu'il n'est pas enfant, mais dans les vestiaires, il fait autre chose. Il fait un bon travail. À ce niveau, on peut comprendre. Mais quand même, on ne va pas dire, parce que vous avez besoin de ça, vous allez prendre au moins 5 joueurs qui ne sont pas à fond pour amener au Cameroun. On ne va pas à un match amical. Il y a de ces cas rares. Vous connaissez le Burkinabé Nakoulma? Oui, vous le connaissez? Oui, Préjuge Nakoulma, je le connais. Il était l'un des meilleurs, alors qu'il n'avait pas de club. Vous prenez même Bansé à un moment donné, il n'était pas... Mais vous savez, c'est la canne au Gabon. C'est la canne au Gabon qui a lancé. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais nous allons à une compétition. Et quand on va à cette compétition, on va là-bas avec un objectif. C'est d'aller aussi faire quelque chose dans cette compétition-là. Donc moi, je dis, Abalo Dossé, c'est lui qui va faire le choix. Je ne vais pas faire le choix à sa place. Et c'est lui qui voit les joueurs, c'est lui qui travaille avec les joueurs, il sait ce qui est bon pour lui, ce qui peut faire l'affaire avec lui, il le sait. Aujourd'hui, mais il sait qu'il y a également certains, parmi ces joueurs, ces héros d'Agégué, qui ne peuvent pas voyager. Mais il veut les prendre. Non, je ne dis pas qu'il veut les prendre, mais il sait très bien que ces joueurs-là ne peuvent pas voyager. Vous savez, vous êtes obligé de faire un résultat. Abalo, c'est un gentleman. Non, vous êtes obligé de faire un résultat quand vous allez à un tournoi, à une phase finale. Il a un bilan, un compte-rendu à faire au peuple togolais. Un bilan à défendre. Un bilan à défendre. Oui. Aujourd'hui, il a défendu les éliminatoires en se qualifiant pour le CHAN. Voilà. Maintenant, il faut défendre également la Et ça m'amène justement à l'autre volet. En tout cas du sujet ou bien de la question sur le CHAN, l'enjeu de la participation togolaise. Nous sommes qualifiés, d'accord. Est-ce que ce n'est pas déjà un trophée, la qualification du Togo? Non. Ou il y a encore véritablement quelque chose derrière? Non, le Togo peut aller chercher le trophée. C'est-à-dire? Le Togo peut aller chercher le trophée parce que quand on a vu la combativité lors des éliminatoires, certes, il n'y a plus les mêmes joueurs, il y a plus de 80%, je vais dire, 80% de ces mêmes joueurs qui sont là. Maintenant, on attend la liste pour voir. Mais quand on voit les éliminatoires, il y avait de l'envie, il y avait de l'ambition, il y avait quelque chose qui manquait depuis quelque temps au football togolais, aux joueurs togolais, parce que les joueurs, quand ils arrivent, on ne sent pas qu'ils mouillent réellement. Mais au Nigeria, le grand Nigeria a été éliminé. On a vu, malgré tout ce qui a été mis en œuvre pour pouvoir faire tomber le Togo est passé. Donc je me dis, si ce travail, si cette psychologie, si cette ambiance-là est toujours là, et si cette technique, ça c'est pour parler du plan tactique et tout ça là, existe encore, et si cette main d'Abalo Dossé qui a réussi lors des éliminatoires est toujours là,
je pense que le Togo peut aller chercher le trophée et même le deuxième tour ou le trophée. Non, si je Est-ce dis qu'on le n'est pas en train de maintenant mettre la pression sur voilà cette pourquoi équipe-là. je dis et même. Maintenant, ça c'est le premier en fait. Vous allez à une compétition, c'est pour gagner. Maintenant, il faut aller étape par étape. Dire, on sort des poules, après on prend les matchs un à un, parce que après les poules, maintenant, il faut jouer l'autre tour. Donc, je pense que, mais quand même faire l'effort de sortir des phases de poules. Le Togo peut le faire. Si les joueurs qui y vont se donnent à fond, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas dire que le Maroc dépasse le Togo. On ne va pas dire que le Cameroun dépasse le Togo. Pourquoi je dis on ne va pas dire ça? La crise a mis tout le monde à zéro. Les quatre sont redistribués. Oui, mais les quatre mais sont... quand on dit... Mais il y a le statut qui a maigri n'est non, pas non, mais quand même, il y a le statut qui est là. Il y a le statut qui est là. Mais il y a aussi les outsiders. Il y a les détails qui font toujours que les grands restent toujours grands. Il y a les détails. Oui, voilà. Moi, je crois que ici, quand on va parler des enjeux du Togo à cette compétition, je crois que le Togo, oui, certes, va pour la première fois à cette compétition, mais le Togo doit avoir un objectif beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand, c'est-à-dire tout d'abord se qualifier pour le second tour. Oui, c'est vrai qu'on est dans la poule du Maroc tenant du titre. Oui. On est dans la poule d'un Ouganda. Oui. On sait que l'effectif, la majorité de l'effectif ougandais, c'est des joueurs locaux. On parle du Rwanda aussi. On sait que le Rwanda, Ouganda, c'est la même chose. Aujourd'hui, mais également le Togo a aussi une équipe. Si le Togo est arrivé à éliminer l'équipe nationale locale du Nigeria, ce qui veut dire que... Mais c'est il y a... Oui, je suis d'accord. C'est depuis octobre 2019. Oui, je suis d'accord. Nous sommes en 2021. Oui, mais les Marocains aussi se sont qualifiés depuis octobre 2019. Les Ougandais aussi. Est-ce qu'ils n'ont pas renouvelé les effectifs? Vous pensez qu'ils ont renouvelé l'effectif? C'est une question. Edwige évoquait tout à l'heure le cas de coronavirus. Mais si le coronavirus est passé par là, ce qui veut dire que... Il y a quand même les clubs marocains qui ont joué tout récemment. Oui, mais le dernier carré bien sûr, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des joueurs de ces clubs qui faisaient déjà partie de cette sélection marocaine et qui sont restés en forme, qui sont restés. Ce n'est pas le cas avec Abalo. Oui, qui sont restés en forme. Et nous maintenant, nous avons un problème ici, c'est que nous n'avons pas joué de compétition, nous n'avons pas joué, on ne s'est pas préparé en bonne et due forme pendant un temps. Les activités étaient suspendues. Non, mais les activités étaient suspendues, mais d'autres se préparaient. Aujourd'hui, le Togo... Justement, c'est là où je me dis... Aujourd'hui, l'Ouganda... Le Togo doit avoir des objectifs en grand, alors que les activités sont suspendues chez nous. Non, mais le Togo avait des objectifs dès la qualification. Oui. Avant que la crise n'arrive. Donc, on ne peut pas dire non, juste à cause de la crise, il n'y avait pas de compétition. Donc, on ne peut plus avoir d'objectif, non. Il y a d'autres pays qui n'avaient pas également de compétition, mais aujourd'hui, on est obligé de faire avec le CHAN. Donc, je me dis qu'il ne faudrait pas juste aller dire non, on y va pour juste les matchs de poule. Il faut donner pour gagner. Il faut, mais quand même, allons étape par étape. Donc, dire aux joueurs, vous prenez lors des matchs de poule, match par match. Après, on va voir, on essaie de viser le tour prochain et au fur et à mesure, on va gravir les échelons. Le Bénin l'a montré lors de la CAN. Oui. Il y a d'autres pays également qui ont montré ça. Il y a Madagascar qui a montré. Il y a Mauritanie, même si la Mauritanie n'est pas sortie, on a vu dans le jeu qu'il y avait... On sait que ce sera difficile pour le Togo. On sait que ce sera difficile pour le Togo. Mais moi, je me dis que si le Togo n'arrivait pas à passer le cap de ce premier tour, la faute, on ne va pas se cacher derrière Covid-19 pour dire que c'est à cause de Covid-19 qu'on n'est pas allé au second tour. On va dire quoi, il y a Covid-19, mais il y a d'autres équipes qui se préparent. Le Niger est également qualifié pour cette compétition. Le Togo pouvait faire des matchs en d'autres confrontations avec le Niger en aller-retour, pourquoi pas avec d'autres élections. Le Ghana n'est pas qualifié, on peut également négocier un match amical. On ne s'entraîne pas. Voilà que aujourd'hui on peut pas se cacher derrière coronavirus pour dire que on peut pas avoir un objectif grand. Restrictions. Oui, je suis d'accord. Est-ce que ça ne dédouane pas aujourd'hui? Ça dédouane un peu. Il y avait restrictions, je suis d'accord, mais pendant que l'équipe nationale senior
disputer ces matchs de troisième et quatrième journée. Pendant ce temps, pouvait permettre à cette équipe-là de commencer. Oui, mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Et c'est pourquoi moi je dis qu'il ne faut pas se cacher derrière cette situation de Covid-19. Lorsqu'on n'a pas permis justement à quelqu'un de s'entraîner, il peut se cacher justement. L'équipe a des excuses. L'équipe a des excuses parce que les mesures de restriction établies par l'État togolais. Oui, mais c'est un peu comme Asco et Unisport. Voilà, Unisport aujourd'hui, Unisport vous dira non parce qu'on n'a pas pu s'entraîner à ce côté. Voilà, donc mais quand même ne pas se cacher derrière les excuses, montrer ce qu'il faut montrer sur le terrain. Oui, montrer ce qu'il faut sur le terrain et après dire si vous aviez permis à ce qu'on commence vite les préparatifs. On devait faire mieux. Et que les joueurs sachent que le monde entier les regarde. Voilà. La carrière en dépend également. Vous pouvez gagner un club dans ça. Ouais. Toujours à l'écoute de Radio Djena, Edwige Djigbodi à Pédo, Grégoire Kokou à Tignon. Nous avons un dernier sujet à évoquer. Nous sommes en 2021. On sait que tous les sports étaient suspendus au Togo. Mais souvent, c'est le football qui est au devant. Les sports de main, il faudrait quand même que le volleyball, le handball, le basketball montrent autre chose au bonheur de la jeunesse. Quels enjeux, quels défis Edwige Appedo pour justement cette année nouvelle pour ces sports de main? Le volley, le handball doivent aller aux élections d'abord. Ça, il faut commencer par renouveler les instances au niveau de ces deux structures. Parce que quand on prend le basketball, le basket... oui, ils sont pratiquement en fin. Ils sont également... bon, si je dis, je ne donne pas le basket parce qu'ils le faisaient. Oui. Donc, si ce n'était pas à cause de la situation, si la date arrive, on le fait. Mais quand même au niveau... Selon nos informations, ils ont encore un an. C'est-à-dire jusqu'en fin 2021. Voilà, donc c'est pourquoi je n'ai pas cité le basketball, mais le volleyball. C'est 2 mandats, je crois. 2 mandats. Ils ont déjà fait 8 ans. Ils ont déjà fait 8 ans. Ils sont en train d'aller vers 8 ans. 2 mandats après leur mandat. 2 mandats en un. Oui, 2 mandats en un. Oui. Voilà, donc, ce n'est pas possible d'évoluer. C'est assez extraordinaire. Oui, ce n'est pas possible d'évoluer comme ça. Est-ce que c'est déjà arrivé à une fédération au Togo comme ça? Peut-être sous sanction, oui. Oui, peut-être sous sanction. Mais ce que je dis, c'est aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des situations qui ont bloqué tout au niveau du volley pour pouvoir permettre à ce que le congrès ne se tienne aujourd'hui. Non, mais c'est dans ce Covid-là que le CNO a tenu son congrès. Je n'ai pas dit la situation de crise. Je n'ai pas dit ça. Il y a des situations qui ont bloqué tout ça. Donc aujourd'hui, il va falloir y aller. Et puis, la ministre des Sports a eu à sortir une note qui disait demander à tout le monde d'aller 6 mois. Donc, il y a 2 mois qui sont, ou 3 mois qui sont passés donc, déjà. On est peut-être mars, oui. Donc il faudrait que ces fédérations de sport de main, volleyball et handball, puissent aller au congrès. Et maintenant, quand vous avez des nouveaux dirigeants, ils peuvent poser les bases, avoir un plan stratégique qui va conduire votre discipline durant 4 années. Parce qu'aujourd'hui, si le bureau actuel commence par établir un plan stratégique, je ne sais pas si le nouveau bureau arrive, je ne sais pas si ce sont les mêmes personnes. Je parle des 2 fédérations, hand et volley. Est-ce qu'ils vont continuer? Est-ce qu'ils vont tout casser? C'est une équipe qui arrive, qui fait son plan stratégique. Donc il va falloir aller d'abord et maintenant penser à la discipline parce qu'il faut mettre la discipline devant. Mais quand on prend le basketball a montré beaucoup de choses, surtout en 2019. Et 2020 a tout cassé. Et le basket a reçu la CAN 3 contre 3. Le basketball togolais, à un moment donné, au niveau du 3 contre 3, excellait. Mais il y a tout qui était bloqué. Donc, il va falloir organiser les choses aussi au niveau du basketball, surtout avec cet accompagnement de la société de téléphonie mobile dont j'étais le nom, qui est là derrière le basket. Il n'y a plus de raison pour dire que non, on n'a pas de moyens et tout ça. Même si c'est un peu, vous pouvez faire quelque chose. Vous n'en avez pas avant, vous avez fait des choses, vous avez ramené des médailles. Aujourd'hui, vous avez quelque chose. Donc, ça doit continuer, on doit sentir le basket. Le basket doit mobiliser comme avant. Avant, le week-end, on n'aurait raté pas les matchs de basket. Parce qu'il y avait les meilleurs dribbles en sport.
c'est le basket. C'est un basket. Et puis, il y avait de l'ambiance. Quand vous allez, il est 0 heure, vous oubliez qu'il est 0 heure. Parce qu'il y avait, c'est en fait ça. C'est comme les matchs de NBA que vous suivez. C'est comme les matchs de NBA que vous suivez à la télévision. Aux États-Unis, c'est 5 heures d'avance et vous êtes là, vous êtes obligé de suivre jusqu'à la fin. Donc, il faut redonner cette confiance, cette envie là-dessus. Et puis, il y avait un moment, pour ajouter à ce que justement elle vient de dire, il y avait un moment où, au même moment, le basketball se jouait, le handball se jouait, le volleyball se jouait, et c'était animé au niveau des sports. Vous avez le choix. Voilà, vous parlez donc de défis de ces sports de mai. Déjà parlé des congrès. Oui, il faut que ces fédérations régularisent un peu leur situation. La dernière fois, lors de la cérémonie de passation de charge du Comité national olympique, j'ai croisé le président de la Fédération togolaise de handball, Gabriel Ketemepi. Le président, mais ça fait longtemps. Il dit oui, mais nous, on n'est plus en activité. Hein. J'ai compris que ça dit que leur mandat est déjà fini. Ils devaient organiser le congrès et il le sait. Il le sait. Donc, je crois que quand les activités vont reprendre, la toute première activité de cette fédération, c'est de régulariser leur situation d'abord. C'est-à-dire se conformer. Est-ce que les gens ne se cachent pas derrière Corona? Oui. Est-ce que Corona, non, mais en principe, Corona empêche qu'on renouvelle les instances? C'est dans ce temps de Corona que le Comité national olympique a tenu son assemblée générale. Et il y a un nouveau bureau. Mais oui, c'est vrai, c'est les compétitions qui sont suspendues. Il y a l'escrime, il y a la lutte. Oui, vous pouvez respecter les mesures barrières. Voilà, les compétitions qui sont suspendues. Mais les activités administratives continuent. Donc, ce qui veut dire que ces fédérations doivent quand même organiser leur assemblée générale. Et maintenant, ils attendent peut-être la levée donc, des suspensions, des mesures barrières pour quand même organiser leurs activités. Mais avant qu'ils n'organisent leur compétition, il va falloir que les fédérations, qu'on change de bureau d'abord. C'est-à-dire que mais si c'est les mêmes bureaux qui doivent revenir, c'est le même président qui doit revenir, mais qu'on organise les assemblées générales pour qu'il y ait quand même quelque chose dans la maison avant que les compétitions. Parce que moi, je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, avant qu'ils n'aillent se présenter devant le ministre pour dire qu'ils veulent avoir leur subvention, je crois que le ministre doit leur envoyer. Ils n'ont qu'à se conformer. C'est ce qui se dit maintenant. Voilà, ils n'ont qu'à se conformer au règlement et après, parce que vous devez expliquer pourquoi vous voulez avant qu'on ne vous fasse le virement bancaire. Voilà. Donc, on se met d'accord que les premiers défis de ces sports administrativement, il faut que ces sports de main se respectent d'abord. D'abord, certains. Parce que maintenant, non, mais il y a beaucoup de fédérations. Il n'y a pas que le volley. Il n'y a pas que de volley. Non, quand on prend le tennis de table, non, ils sont en règle. Non, tennis de table, oui. le tennis, il n'y a pas de problème. Le tennis classique également. Maintenant, moi, ce que j'aimerais dire par rapport au tennis classique, ils ont des compétitions qu'ils organisent, mais il faut communiquer. Oui. Il faut communiquer. Il faut parler. Aujourd'hui, si vous voulez donner. Mais en ce moment, ce qu'ils font, ils ne peuvent pas communiquer. Non, mais ils font partie. Ils sont autorisés par l'État togolais. Non, mais quand même, ils sont autorisés officiellement. Ils sont autorisés. Mais même avant l'autorisation, même avant la crise. Il y a l'école qui continue quand même par... Avant la crise sanitaire, le tennis classique ne communiquait pas assez. Voilà. Il faut donner de l'envie à la population de se déplacer vers vos terrains. Et à nos enfants, justement, parce qu'il faut communiquer que les enfants... Parce que les enfants... Il y a quelque chose qu'on appelle tennis. Alors qu'il y a des talents là-bas, quand vous voyez, vous voyez des joueurs comme Missoni, on va s'arrêter là, et ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il y a Padio Isaac. Voilà, oui, Padio Isaac. Non, c'est parce que les enfants, les parents amènent plus les enfants sur les stades de football que les enfants ont envie de jouer au foot. Donc, si vous organisez correctement, vous communiquez correctement autour de vos disciplines. Merci à vous, Edwige Digbodi, à Pédo. C'est bien cela. Merci. Tu as oublié d'ajouter à... Non. Ah, oui. Non, pas l'autre là. Ah, attention. Merci à vous, Grégoire Kokou-Attignon. Merci également. Vous fêtez votre anniversaire tous les mercredis. Donc c'est aujourd'hui mercredi. Joyeux anniversaire, monsieur mercredi. Ah bon, merci. Tous les mercredis. Joyeux anniversaire, monsieur mercredi. C'est le premier mercredi de l'année, donc comme c'est mon anniversaire,
À la fin, tu me reçois. Non, mais il y a la directrice. Vous êtes à Djena. Il y a la directrice. Ok, d'accord. Merci heureuse également. année à nos auditeurs et auditrices. Justement, c'était la première émission de l'année 2021. On espère être ensemble. Toutes vos suggestions, observations nous seront utiles. Merci à vous, Rémi Hongpati. On se donne un autre rendez-vous. Ce sera le mercredi prochain pour d'autres pans de l'actualité.